Ali, le professeur Boussiaha, pour nous avoir associés à ce congrès. Et je remercie également tous les organisateurs, en particulier l'ami Dr. Hussein pour l'organisation de ce congrès avec une vraie programme sur notre. Et donc là, on va entamer notre session pour parler des certains aspects de félicité militaire. Et là, je vous rappelle que vous avez 7 minutes pour votre présentation, 7 minutes, pour laisser un peu de temps pour la discussion. Et comme on est pris par le temps, et on a moins d'une heure pour aller rejoindre les autres dans la session. Donc j'appelle tout de suite le Dr Salim, qui va nous parler de Journée Sadron. Pardon? C'est bon, c'est bon. Chers maîtres, chers collègues, honorables assistance, permettez-moi de vous présenter un bref aperçu de notre travail intitulé Syndrome de Rome, et ce à travers l'analyse de 8 observations corrigées à notre département, avec une revue de la littérature. Pour ceci, nous allons adopter le plan suivant. Après une brève introduction, nous allons passer en revue des matériels et méthodes utilisés, illustrer les principaux résultats, terminer par une discussion avant de conclure. Pour introduire, le syndrome d'Omen est une variante particulière des déficits immunitaires combinés sévères, associant à des traits variables une érythrodermie desquamative, une alopécie, une hépatosplénomégalie et un œdème généralisé. Il est, sur le plan physiopathologique, lié à une dépression des lymphocytes B avec une prolifération monoclonale des lymphocytes T activés, conduisant à des manifestations inflammatoires et auto-immunes, généralement rattachées à une mutation polymorphe des gènes RAD1 et RAD2. Son pronostic reste réservé et le décès survient au cours de la première année dans un tableau d'infection opportuniste, en l'absence d'un traitement curatif par des règlements danseuses, d'où l'intérêt d'un diagnostic précoce. L'objectif de notre travail était de sensibiliser les praticiens, notamment les pédiatres et dermatologues, sur cette pathologie, et ce à travers l'analyse de 8 cas corrigés à notre unité d'immunologie clinique de l'hôpital d'enfants Abdrahim Harouchi de Casablanca. Notre étude est une étude rétrospective, descriptive et analytique menée au sein de l'unité d'immunologie clinique de l'hôpital d'enfants Abdrahim Harouchi sur la période allant de mai 2015 à novembre 2016 et qui a porté sur l'analyse de 8 observations cliniques corrigées à notre département. Passons aux résultats. Au cours de cette période, un total de 8 patients étaient recrutés, dont 6 étaient de sexe féminin et 2 de sexe masculin. L'âge au début des manifestations cliniques variait dans notre série entre le 15e jour de vie et le 6e mois, avec une moyenne à 2 mois. L'âge au moment du diagnostic variait entre le 56e jour de vie et le 18e mois, avec une moyenne à 5 mois. L'étude des antécédents avait objectivé la présence de consanguinité dans 75% des cas et de décès dans la fratrie dans 25% des cas. En dehors de l'érythrodermie desquamatique qui était présente dans 87,5% des cas, le tableau clinique était dominé. En dehors de l'érythrodermie qui était présente dans 87,5% des cas, le tableau clinique était dominé par les infections respiratoires et cutanées, les diarrhées et les adénopathies qui étaient relatées respectivement dans 87,5% des cas, 75 et 50% des cas.
L'analyse des bilans biologiques avait objectivé une hypogammaglobulinémie dans 50% des cas, une hyperéosinophilie dans 37,5% des cas et un taux élevé d'IgE avec une hypoglycémie dans 12,5% des cas. L'étude des sous-populations lymphocytaires avait permis de mettre en évidence une prédominance du profil T+, B-, NK+, qui a été rapporté chez 62,5% de nos patients, tandis que 25% de nos patients avaient un profil T-, B-, NK+, et 12,5% de nos patients avaient un profil immunologique T+, B+, et NK+. Le diagnostic du syndrome d'Omen chez nos patients était retenu devant les symptomatologies cliniques et les résultats du bilan immunologique. Aucun de nos malades n'avait bénéficié d'une étude génétique et un traitement était entretenu chez la totalité de nos malades à base de perfusion d'immunoglobuline, d'un traitement antibioprophylactique par trisulfame méthoxazole et de cyclosporine. Une greffe de moelle osseuse était réalisée chez un de nos patients avec une bonne évolution. Il faut savoir que ce traitement par immunosuppresseur avait permis une nette amélioration clinique avec une régression des manifestations dermatologiques. L'évolution clinique était marquée par l'apparition d'autorées dans 62,5% de cas, d'infections respiratoires qui étaient rapportées chez 37,5% de nos patients et d'une infection du système nerveux central relatée dans 25% des cas assez élevés. Cette image scanographique permet de mettre en objective une atteinte interstitielle en rapport avec une pneumopathie assez élevée chez un nourrisson de 2 mois. Et cette TDM cérébrale objective un aspergillome cérébral chez un enfant de 2 mois. Passons à la discussion. Le syndrome d'Omen est un syndrome qui représente une entité particulière de déficit immunitaire combiné sévère, associant à de degrés variables des infections opportunistes, virales et bactériennes, de survenue précoce et récurrente, avec une infiltration lymphocytaire des tissus cutanés, digestifs, hépatiques et spléniques, conduisant à une érythrodermie, des diarrhées chroniques, une hépatosplénomégalie avec un retard de croissance. C'est un désordre génétique et à hérédité autosomique récessive, dont la prévalence est de 1 sur 5 millions de nouvelles naissances, dont le sexe ratio est de 1 et qui est généralement rattaché à une mutation hypomorphique des gènes RAG1 et RAG2, dans certains cas sont liés à l'IS. Dans notre série, comme dans les séries d'Omen, d'Aliman et Villa, la triade clinique érythrodermie, diarrhée et infection respiratoire venait au premier plan des manifestations cliniques, dont la fréquence est dépassée de 80%. Et l'étude immunologique avait révélé une prédominance du phénotype T+, B-, NK+, ce qui était en concordance avec la littérature. Alors, il faut noter qu'il y a certains diagnostics différentiels devant une érythrodermie. Devant l'érythrodermie qui apparaît en période néonatale et au cours de l'enfance, notamment les causes infectieuses à type de microlyse épidermique staphylocoxique, les ichthyoses, les syndromes génétiques type syndrome de Leiden et notamment bien sûr les dermatites atopiques. L'évolution fatale du syndrome d'Omen en l'absence d'un traitement curatif par la greffe des cellules de la moelle osseuse et également l'avènement des thérapies immunosuppresseurs qui avaient amélioré les résultats de la greffe de la moelle osseuse, mais également les manifestations auto-immunes avant la réalisation de cette greffe, d'où l'intérêt d'un diagnostic précoce pour un traitement précoce et approprié. Pour conclure, l'érythrodermie est une manifestation rare et grave durant l'enfance, face à laquelle le praticien doit être alerté à la possibilité d'un déficit immunitaire combiné sévère type syndrome d'Omen. La triade clinique, érythrodermie, diarrhée chronique et infection cutanée et respiratoire à répétition, le profil immunologique T+, B-, NK+, qui est le plus prédominant, et la mutation hypomorphique des gènes RAG1 et RAG2. Son pronostic reste réservé en l'absence d'une greffe des cellules souches hématopoïétiques. Et merci pour votre attention. Merci Dr Céline pour cette présentation claire et précise et pour avoir respecté le temps. C'est ça, c'est respecter ou respecter le temps? Je ne sais pas si la salle a des questions par rapport à cette présentation, mais moi, par rapport au diagnostic différentiel, il y a un autre diagnostic que j'ai vu le bébé avec la tête cutanée. Vous avez parlé de possibilité d'avoir hépatosplénomégalie, des ganglions et des œdèmes et tout ça, ça me rappelle aussi le l'histiocytose.
C'est ça? Quand on voit le bébé, il y a également l'histiocytose qui se présente de la même façon, et même les enfants qui ont le problème d'histiocytose, c'est des enfants qui traînent chez les dermatos et qui n'arrivent pas à comprendre, c'est-à-dire qu'ils ne pensent généralement pas au diagnostic, ce qui fait que généralement on a un retard, voilà, un retard diagnostique. Alors j'imagine que la même chose ici, c'est des enfants qui peuvent ne pas arriver chez le spécialiste, ils vont traîner chez les dermatos. Surtout pour des dermatites atopiques traitées droite et à gauche par la psychothérapie et tout, sans penser à ces affections qui sont là, c'est comme la vie et tout. Donc c'est des cas diagnostiques en général. En tout cas, moi je pense que même si on ne pense pas forcément au syndrome de Domaine, normalement, et là je parle aux jeunes et normalement, un enfant qui fait beaucoup d'infections, moi je ne suis pas spécialiste dans les déficits primitifs, hein. Je fais mato, je ne fais pas ça, mais quand je reçois des enfants avec une notion d'infection à répétition, notion d'infection à répétition, notion de diarrhée, notion de lucite et tout ça, automatiquement je me dis, si je n'ai pas une explication hématologique, il n'a pas la leucémie, il n'a pas quelque chose qui explique ça, automatiquement je me dis, est-ce que ce n'est pas un déficit immunitaire? D'ailleurs, on n'a pas besoin de penser à telle entité dans les déficits immunitaires, mais au moins penser aux déficits immunitaires et si on est incapable c'est-à-dire faire les premiers bilans soi-même, au moins l'adresser chez le spécialiste pour essayer de gagner un peu de temps et faire de telle sorte que l'enfant soit sauvé par les immunoglobulines. Malheureusement, encore il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup d'enfants qui décèdent avant d'arriver chez le spécialiste. Je ne sais pas s'il y a des remarques, des questions dans la salle. Non. On va passer alors à la présentation suivante. Merci. Par rapport au immunologique, cette hétérogène, qui a été moins efficace, c'est pas avec l'expérience que. Normalement, en général, c'est un profil T+, B- et K+. T+, parce que c'est des cellules qui prolifèrent et qui sont là, qui sont photoréactifs. Et B- et K+, parce qu'en général, la mutation c'est le RAG 1 ou RAG 2 qui donne normalement le profil T-, B- et K+. Il est permissible à c'est-à-dire il n'y a pas absence de NK. Mais là, on peut aussi avoir certaines, peut-être dans la littérature, il était rapporté comme quoi il y a des syndromes qui peuvent être attachés à d'autres mutations, notamment le Schidia Alex, où il y a les B qui sont présents et les NK qui sont absents. Et là, donc, on peut avoir les B qui sont absents. On va voir tout finalement. Oui, on peut avoir tout. Mais le profil, si on veut dire classique, c'est le P+, B-, NK. Maintenant, on appelle Dr Belkali de l'équipe de professeur Buspera pour présenter pulmonary alveolar proteinosis and primary deficiency. Après la parole. Alors, permettez-moi de vous présenter, de partager avec vous un cas clinique, une observation d'un enfant qui est suivi sinon pour un déficit immunitaire primitivement suspect, qui a présenté une détresse respiratoire totale, faisant suspecter ce qu'on appelle la protéinose alvéolaire pulmonaire. Alors, il s'agit de quoi? La protéinose alvéolaire pulmonaire est caractérisée par l'accumulation d'un surfacteur pulmonaire d'une insuffisance respiratoire. Et se produit dans divers contextes cliniques qui perturbe le catabolisme constitutif dans les macrophages alvéolaires et contre aussi la maladie chronique causée par le groupe anticorps facteur de croissance de macrophage. Alors la protéinose alvéolaire pulmonaire peut être aussi isolée à secondaire associée à plusieurs pathologies telles que un déficit immunitaire primitif. Nous rapportons ici un cas d'une déficience primaire compliquée par une pneumonie interstitielle fatale dont on a évoqué la protéinose alvéolaire pulmonaire. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un nourrisson malois, un enfant âgé à 6 mois, le 4/5/2016, au service de la maladie infectieuse et déficit immunitaire en détresse respiratoire chronique. Alors, comme antécédent, pas de consanguinité, grossesse normalement suivie, pas de souffrance inatteinte. C'est un benjamin d'une fratrie de 6. À savoir, elle a présenté un séquence de vie
mucobuccale avec diarrhée chronique, on va revoir ça, avec un décès dans l'infiltré dans le même contexte, à l'âge de 5 mois et 3 mois et demi. Alors, comme antécédent, alors à J15 de vie, c'est un bébé qui a fait une diarrhée chronique avec mucobuccale. Pardon, à J20 de vie, il a présenté des adénophrygmons axillaires gauche et inguinale droite fistulisés, d'où était hospitalisé chez nous. Sur le plan biologique, alors l'NFS était normal, CRP était positif à 105, avec des examens cytobactériologiques du flux qui ont révélé pseudomonas aéruginosa avec le bilan place positif. L'échographie abdominale normale. Ce qu'on va remarquer qu'un bilan de déficit immunitaire était strictement normal, soit pour à la recherche d'un déficit immunitaire secondaire, soit les sous-populations lymphocytaires, des adhésions, même des tests et DHR tests. Alors, sur le plan thérapeutique, stabilité était mis initialement sous triaxon et Janta pendant 10 jours, sans amélioration clinique. Après, on a mis sous Fortum et Amikacine, puis sous Cyanam, selon le plus grave. Évolution l'intérixie avec régression de vision et cerveau. Alors, à savoir aussi un noter chez un enfant qui a présenté, un nourrisson qui a présenté des conditions apéritiques, un TDM cérébral, la présence de quelques classifications parenchymatoses. Alors, depuis ce jour, ce bébé-là a son nourrisson été soumis pour un déficit immunitaire primitif non étiqueté devant la dynopathie axillaire, inguinale, devant aussi la classification cérébrale et son antécédent familial. Alors, c'est voir les images des séparations axillaires et inguinales. Malheureusement, on n'est pas les images après la guérison. La classification frontale gauche par état bilatérale. Alors, l'histoire de la maladie actuelle. C'est un nourrisson qui vient pour un détresse respiratoire apéritique, chronique, évolue depuis 4 mois, avec aggravation clinique il y a 1 mois. À la clinique, il était conscient, conjonctivalement coloré, avec ses annonces pluribuccales. Il était apéritique à 37,4. Sur le plan respiratoire, il était polyclinique, avec des signes de respiratoire intenses. Alors que le reste de l'examen était sans particularité. La radio thoracique a révélé des atteintes bilatérales diffuses. Description diagnostique. Initialement, on a pensé à l'infection cytomégalovirus devant le terrain, la communicité carinée. Alors, on a mis sous Bactrim, sous Triaxon, sous Simeben. Alors, sur le plan bilan, la radio thoracique a révélé une opacité alvéolaire intestinale diffuse associée à des zones de condensation bilatérale. Un PCR de cytomégalovirus était négatif, alors on a arrêté le traitement. Mais l'évolution était vers l'aggravation clinique avec la tachycardie. À certains moments, on a pensé à la cardiopathie sous-jacente devant la tachycardie. Bon, le rapport cardio-thoracique était limite. On a pensé aussi à l'infection aspergillose. On a mis sous le conazose, c'est devant la bonne diffusion tissulaire pulmonaire, la mucacine, Bactrim, le médrone. On a fait l'écho-cœur, augmentation des pressions pulmonaires pour avoir un rapport avec l'atteinte respiratoire antigénique. La sérologie et l'atteinte respiratoire. Pour l'antigène, la sérologie aspergillose était négative. La CDM thoracique a révélé une atteinte bilatérale diffuse avec des hémopathies axillaires calcifiées. Pas d'amélioration clinique. Il s'agit d'une infection tuberculose sur un terrain de déficit immunitaire primitif. Alors, on a ajouté les antipacillaires, on a fait un bilan dans ce sens, à la recherche des BK qui était négatif. On a refait aussi la radiothorax, même aspect. On a refait les DHR test qui étaient aussi normales. Toujours l'aggravation, la dépendance de l'oxygène avec une saturation adhérée à 80. À ce moment-là, on a pensé à la protéinose alvéolaire pulmonaire, surtout dans les aspects radiologiques. Thorax et la TDM cérébrale avec cet aspect de comblement bilatéral diffus. Alors, on a mis ce bolus de corticothérapie, à savoir sur le plan thérapeutique, le bolus n'a pas été décrit comme traitement, voilà, sur les essais, n'a pas donné des essais, des améliorations cliniques dans les tests thérapeutiques. Soit azithromycine, on a prévu de faire une bronchoscopie, malheureusement on fait. Aggravation clinique vers malheureusement le décès. La radiographie thoracique sur le contrôle, c'est le même aspect atteinte bilatérale, alvéolaire intestinale, diffuse, TDM thoracique, atteinte aussi bilatérale diffuse avec comblement au niveau accumulation immunitaire des alvéoles. Alors, la question, est-ce que ces études d'une protéinose alvéolaire pulmonaire associée à un déficit immunitaire primitif non étiqueté? Les éléments qui sont en faveur. La détresse respiratoire qui était apéritique chronique, premièrement. Les radios de thorax montrant des opacités alvéolo-intestinales, alvéolo interstitielles diffuses associées à des zones de condensation bilatérale. Aussi la pneumopathie diffuse à la TDM thoracique. Mais toujours malheureusement, on n'a pas pu faire la bronchoscopie. À savoir, la protéinose alvéolaire pulmonaire est caractérisée par l'accumulation intra-alvéolaire de matériel lipoproteinal comparable aux surfactants. C'est une pathologie qui est rare chez l'enfant, un syndrome hétérogène avec différents mécanismes sous-jacents.
L'existence des cas familiaux suggère un déficit génétique, un facteur génétique, et est préférable de séparer la protéinose alvéolaire primaire à régulation immédiate avec la régulation à début postnatal. Immédiate, bon, les erreurs et le métabolisme des surfactants peuvent être une cause de détresse respiratoire néonatale sévère. La présence exceptionnelle d'antécédents dans la fratrie, la description de plusieurs familles consanguines suggère une transmission autosomique récessive. Plus de 22 mutations ont été identifiées. La diffusion de protéines SPP aboutit au décès durant la première année de vie. Le diagnostic est désormais possible avec l'évaporation ELISA dans le liquide lavage broncho-alvéolaire, malheureusement fait chez notre malade. La transplantation pulmonaire est la seule alternative thérapeutique. Si la régulation postnatale, même si ça apparaît toujours après la naissance, on a un intervalle libre qui peut aller de quelques semaines à plusieurs années. Les symptômes sont non spécifiques, l'évolution est très polymorphe, allant des formes totalement asymptomatiques, de formes à début précoce, qui peut évoluer rapidement durant l'insuffisance respiratoire. Le diagnostic clinique, radiologique, on a cette opacité alvéolaire interstitionnelle thoracique qui va montrer des opacités diffuses associées à des ondes de condensation bilatérales, comme l'aspect chez notre malade. La TDM thoracique, les aspects plus fréquents sont les images en verre découlé avec comblement alvéolaire. Les anomalies prédominent généralement au gaz qui peuvent trouver ses pentes au sommet. Le TF, pas spécificité au cours de la protéinase alvéolo-pulmonaire, l'intérêt surtout pour le suivi pour intérêt thérapeutique. Pour décision thérapeutique, voilà. Les lavages broncho-alvéolaires, c'est indiscutable. C'est l'outil diagnostic clé de la protéinose alvéolaire pulmonaire. Les anomalies qui peuvent révéler soit des aspects laiteux, d'autant plus importants si on a la protéinose qui est sévère, soit un aspect sale, soit on a aussi la positivité de la coloration sur le matériel présent à l'extérieur et à l'intérieur du macrophage. Et aussi les caractères du lavage alvéolaire sont suffisamment évocateurs pour rendre inutile le recours à la biopsie. L'étiologie, ça peut être primitif, dans l'existence des formes familiales et la fréquence anormale élevée de cas similaires dans certaines régions du globe subgénétique, comme ça peut être auto-immune. Il y a la dysfonction du macrophage alvéolaire causée par la perturbation de la signalisation pour les facteurs de croissance macrophage causés par des niveaux élevés de tourment du corps, voilà, antigènes, granulome, macrophage, colonie simulation factor dans les clones. Ça peut être secondaire, plusieurs pathologies, ça peut être associé avec la protéinose alvéolaire, telles que le déficit immunitaire congénital similaire ou bien actif. Le traitement, c'est le lavage broncho-alvéolaire thérapeutique. C'est la seule arme thérapeutique ayant réellement montré son efficacité. On a d'autres essais thérapeutiques tels que la transplantation pulmonaire, l'administration de facteurs de stimulation, la thérapie génétique. Le pronostic chez l'enfant est très variable et leur pronostic paraît inversement corrélé à l'âge de début. Alors tous les essais ont été observés chez les nourrissons pour lesquels le diagnostic était rapporté à bon âge de 6 mois. En conclusion, la protéinose alvéolaire est une étiologie rare. De pneumonie interstitielle chronique de l'enfant, bien que les nommés récentes méconnues, voilà, les recherches s'orientent vers une pathologie de recyclage surfactant, ça peut être associé à un lit. À ce jour, beaucoup de questions qui se posent, c'est un mystère. Merci pour votre attention. Pardon pour votre attention. Merci, Dr Boukhari, pour cette présentation. Je donne la parole à Nathalie. Si vous avez des remarques ou des questions, une ou deux peut-être. Juste une question par rapport au lavage. Vous avez bien dit que ça a un intérêt thérapeutique. Effectivement, voilà. C'est la première fois que j'entends parler d'un lavage NPA thérapeutique. C'est la fibrillation, la dépopulation du surfactant, voilà, au niveau des alvéoles. Ce qui altère la surface des champs entre les alvéoles, entre les capillaires. Pour traiter ce qu'on fait des lavages, avec des périodes qui sont raccourcies, après son injection clinique, son OTF, on va espacer voilà, mais les groupes qu'on a beaucoup d'essais sur le plan thérapeutique, c'est que la transplantation, c'est que la gestion de facteurs de simulation, granulome simulation macrophage, ça dépend du mécanisme de la physiopathologie. Parce que voilà, il y a trois entités qui peuvent expliquer cette étiologie. Premièrement, soit être secondaire à plusieurs pathologies qui vont altérer le nombre et le rôle de macrophage, parce que le premier c'est le macrophage, le catabolisme, le recyclage de surfactants. Premièrement. Deuxièmement, on a le rôle important de facteur de stimulation de macrophage au niveau de catabolisme. Alors, un déficit de auto-anticorps dirigé contre ce facteur va altérer
la signalisation, une activation du macrophage. Parce que quand on tue sur voilà, le surfactant, on va voir l'entrée de cette ligne de surfactant fonctionnel. Pourquoi vous voulez donner le GMCSF en thérapeutique? Parce que là, vous avez dit que même le GMCSF, ça peut être donné en thérapeutique. Effectivement. C'est quoi le rationnel? C'est ça, c'est le manque à cause de l'anticorps dirigé contre ce facteur. Voilà, GMCSF va penser de compenser ce manque par la gémonique, par la génétique, c'est-à-dire l'utilisation avec des adénovirus qui comportent le gène, voilà, le facteur de développement. Deuxièmement, c'est une aussi anticorps. Les anticorps sont dirigés. Donc, on a des essais thérapeutiques, par exemple des cours techniques, par aussi même des chimiothérapie, comme voilà, Internet. Il y a 3 volets. Comment vous avez enlevé le sapin de matin? Parce qu'il décède abandonnement. C'est une histoire immunitaire bilatérale, ça m'étonne qu'on pourra pour le diagnostic, bon, il y a 2 éléments. Soit le lavage, soit vous êtes des anticorps anti. Voilà. Dans le forme auto-immune. Donc, si j'essaie de recapituler. J'essaie de parler. Pour comprendre. On explique. Voilà. Sincèrement, là, la question, c'est la raison de ta vie. Non, mais ça n'a pas été prouvé. C'est non, on pense peut-être que c'est indice. Peut-être on se trompe. Moi, je sais pas, il m'a métabolique éventuellement. Mais il avait des infections, ces problèmes d'adénopathie avec les. Uniquement, il fait ça. C'est vrai, il y a un reproche un petit peu tactique. Vous sortir parce que quelque part, on sait que la démarche bien, on sait qu'on a un problème diagnostique, on a un problème de prise en charge, on a un problème de sémologique pour faire les montagnes bientôt, les étiologies, l'approche mécanistique. Bon. كتشري بزاف ديال الشيء ديالها باش تخلينا نفهموا شي شويه معاك. Merci beaucoup. تفضل ساكن المهم. Alors, je vais appeler Dr. Michel ou Dr. Smelly qui va la remplacer pour nous présenter la question CMV. Alors, à propos de Zika. Alors, le cytomégalovirus infecte entre 60 et 90% de la population dans le monde. Bien que la plupart des infections à CMV soient bénignes ou même asymptomatiques, ce virus peut causer des atteintes graves, voire fatales chez les patients immunodéprimés.
Les manifestations infectieuses constituent à la fois un mode de révélation et une principale complication des déficits immunitaires primitifs. L'objectif de notre travail est d'insister sur l'intérêt de la recherche et du traitement de l'infection au cytomégalovirus chez les enfants atteints de déficit immunitaire primitif. Notre étude est une étude rétrospective portant sur 10 cas. La moyenne d'âge était comprise entre 2 mois et 21 mois, tous traités pour déficit immunitaire primitif, en plus d'une infection au CMV au sein de notre service, le service d'immunologie clinique en pédiatrie. Donc, l'âge moyen des patients était de 11 mois. La consanguinité était présente dans 6 cas. Dans notre série, 6 cas étaient suivis pour déficit immunitaire combiné sévère, 2 cas pour défaut d'expression de l'antigène HLA2, 1 cas pour syndrome d'hyper-IgM et 1 cas pour syndrome domaine compliqué par un syndrome d'HLH. Tous les patients avaient le PCR à CMV positif. Ils ont tous été traités par gencipleurie avec une bonne évolution observée dans 6 cas, tandis que 4 cas ont été résistants au traitement, dont 3 sont décédés. Nous allons présenter 2 observations. La première, d'un nourrisson âgé de 7 mois, suivi pour un syndrome d'hyper-IgM, admis initialement pour détresse respiratoire fébrile, chez qui une PCR à CMV est revenue positive, objectivant ainsi une pneumopathie à CMV. Ce nourrisson a été traité par gencipleurie, remplacé devant la non-amélioration et dans la crainte d'une CMV résistante par Foscarnet. L'évolution malheureusement était fatale à J12 d'hospitalisation. Nous avons ici une radiographie thoracique de face du même patient, objectivant une pneumopathie interstitielle. La deuxième observation est celle d'un nourrisson âgé de 8 mois, suivi pour défaut d'expression de l'antigène HLA classe 2, admis pour pneumopathie à répétition sans intervalle, chez qui également le PCR est revenu positif avec une charge virale à 12 035. Le patient a été traité par gencipleurie à raison de 5 mg kg toutes les 12 heures pendant 6 semaines, avec une évolution favorable, objectivée par une PCR à CMV revenue négative après 5 semaines de traitement. Ici, nous voyons une radiographie thoracique de face du même malade objectivant une pneumopathie interstitielle bilatérale. Passons à la discussion. Le cytomégalovirus est un virus de la famille des virus herpès. L'infection à CMV est très fréquente chez l'enfant, puisqu'environ 10% des nourrissons sont atteints avant l'âge de 6 mois. En dehors des infections néonatales, la plupart des infections à CMV sont asymptomatiques chez l'immunocompétent. Toutefois, l'atteinte en cas de déficit immunitaire primitif, surtout cellulaire, peut être grave, voire mortelle. Le CMV aurait même un rôle direct dans les complications inflammatoires chroniques chez les patients atteints de déficit immunitaire commun variable. L'expression clinique de l'atteinte à CMV en cas de déficit immunitaire primitif est très hétérogène, pouvant être respiratoire, digestive ou même neurologique. Justement, l'atteinte respiratoire se manifeste par des pneumonies interstitielles, très souvent d'issue fatale. L'atteinte neurologique peut avoir un tableau d'encéphalite, peut donner un tableau d'encéphalite ou de polyradiculanévrite. On peut même avoir une pancréatite aiguë à CMV ou même des atteintes digestives à type de colite. Ici, nous avons une coupe macroscopique d'intestin présentant une ulcération secondaire à une colite au cytomégalovirus. Une atteinte ophtalmique est également décrite, objectivant une rétinite nécrosante virale à aspect ophtalmoscopique caractéristique. La rétinite à CMV non traitée progresse malheureusement vers la perte visuelle et la cécité. Pour ce qui est de la confirmation biologique de l'infection à CMV, elle est basée essentiellement sur la recherche du virus dans le sang par technique de PCR. L'atteinte des organes par l'infection à CMV peut également nous orienter vers le diagnostic, notamment dans le cas des atteintes pulmonaires, un lavage broncho-alvéolaire ou par culture, par plusieurs techniques, soit par culture ou par PCR ou par immunofluorescence, ce qui va nous permettre d'isoler le virus. Dans les atteintes neurologiques, d'identifier le virus par PCR quantitatif au sein du LCR. L'atteinte oculaire, pour ce qui est de l'atteinte oculaire, le sang d'œil, déjà, il est très typique, donc ça oriente vers l'infection. Au sein des autres organes, on peut mettre en évidence le virus par biopsie, soit d'un effet cytopathogène avec une culture immunofluorescence positive ACM. Cette recherche doit se faire systématiquement devant la moindre suspicion de cette infection, étant donné la gravité potentielle de l'atteinte en cas de déficit immunitaire primitif. Pour ce qui est de la thérapeutique, le traitement par gencipleurie, seul disponible au Maroc, est en général efficace et doit se poursuivre jusqu'à négativation de la PCR. Cependant, certains cas résistants ont été décrits d'issue fatale.
Le fausse carnet reste une possibilité thérapeutique en cas de résistance, mais malheureusement non disponible maintenant. Ainsi, la prévention de l'atteinte à CMV chez les enfants atteints de DIP est indispensable et se base essentiellement sur l'amélioration de l'hygiène personnelle, mais aussi l'isolement des enfants atteints de déficit immunitaire et d'autres enfants afin d'éviter une éventuelle contamination. Pour conclure, la recherche de l'infection ACMV dans les déficits immunitaires primitifs doit être systématique, vu son polymorphisme clinique et sa gravité. L'évolution généralement favorable sous Jean Cyclovia, cependant, quelques cas résistants étaient notés d'évolution fatale. Merci. Merci, Dr. Simoni. L'assistance, si vous avez des commentaires ou des questions. Et juste pour parler de la plainte hématologique également, donnée par le CMV, ça peut même orienter le diagnostic. On a quelqu'un qui est plomopathie et en même temps qui commence à dégrader ses blancs et ses plaquettes et tout ça. La pancytopénie, c'est un élément qui orienterait vers le diagnostic de l'infection par les cellules aussi. D'autres questions? Commentaires? La parole maintenant à Dr. Hazi pour sa présentation Immunologic Exploration of Primary Immunodeficiency à l'University Hospital of Marrakech, Primary et Resource Activity. Honorable assistance, permettez-moi de vous présenter des résultats préliminaires sur les déficits immunitaires primitifs au CHU de Marrakech. Donc, l'incidence de déficit immunitaire primitif au Maroc est en nette augmentation du fait du taux de consanguinité qui est élevé, avec certainement beaucoup de cas qui sont sous-diagnostiqués. Les déficits immunitaires primitifs sont caractérisés par un polymorphisme clinique qui est à l'origine de difficultés diagnostiques à la fois sur le plan clinique mais aussi biologique. L'approche diagnostique est multidisciplinaire et nécessite une plateforme immunobiologique adéquate avec aussi une plateforme immunobiologique adéquate. L'objectif de ce travail est de déterminer le profil immunophénotypique des cas de DIP qui ont été colligés au laboratoire d'immunologie du CHU de Marrakech. Pour cela, nous avons mené une étude prospective sur une durée de 17 mois entre juin 2015 et octobre 2016, portant sur 30 cas de suspicion de DIP qui ont été adressés au laboratoire d'immunologie du CHU de Marrakech. L'exploration a été basée sur d'abord l'élimination d'un déficit secondaire. On a pris des patients qui étaient VIH négatifs. On a fait une NFS pour l'exploration des lymphocytes, dosage des immunoglobulines type G, A et M par méthode immunonéphélométrique. Et puis l'immunophénotypage des lymphocytes T, B et NK avec exploration des molécules HLA-LDR si c'était nécessaire, effectuée par cytométrie en flux. La moyenne d'âge des patients était de 4,37 ans, avec des extrêmes allant de 20 jours à 18 ans. Nous avons noté une nette prédominance masculine avec un sexe ratio de 1,3. Les principaux motifs de consultation étaient dominés par des infections à répétition, ORL et respiratoires, chez 17 patients, suivis des cas de DIP dans la famille, dans le cadre d'un dépistage de DIP positif chez 3 patients, un milieu buccal persistant chez 2 patients, eczéma gangrénosum chez un patient, suivi de suspicion de syndrome d'Omen chez un patient, un cas de retard sacro-pondéral, un cas de choc septique et puis un cas de méningo-encéphalite herpétique.
Donc, la répartition des patients selon les résultats de l'exploration immunologique. Sur les 30 patients qui ont été colligés, nous avons objectivé 15 patients qui avaient des déficits immunitaires primitifs. Alors, majoritairement, nous avons trouvé des témoins B-NK- chez 5 patients, des témoins B+NK- chez 2 patients, témoins B-NK+ chez 1 patient, 2 cas d'agammaglobulinémie, 1 cas de syndrome d'hyper-IgM possible, 1 cas de déficit en IgA isolé, 1 cas de déficit en IgG4 isolé, 1 cas de déficit en HLA-DR et 1 cas de déficit isolé en NK, on n'a pas pu expliquer. Chez 2 patients, la lymphopénie était secondaire, et puis chez 13 patients, le bilan était tout à fait normal. Donc nous remarquons que la majorité des déficits immunitaires primitifs diagnostiqués étaient plutôt cellulaires, avec un pourcentage de 65%. Dans ces déficits immunitaires cellulaires, la majorité des cas, c'était plutôt des SCID de type T-, B-, NK-, suivi des témoins NK-B+, et des agammaglobulinémies. Les SCID représentent ainsi 53% des déficits immunitaires primitifs qui ont été diagnostiqués au laboratoire, et l'âge des patients au moment du diagnostic des SCID était majoritairement situé entre 3 mois à 1 an. Nos résultats préliminaires concordent tout à fait avec la littérature maghrébine, vu que dans cette région, les déficits de l'immunité cellulaire semblent plus fréquents que le déficit de l'immunité humorale. Les DIP qui prédominent dans la région du Maghreb sont les défauts d'expression des molécules HLA classe 2, les ataxies télangiectasies et le syndrome d'hyper-IgM. Tandis qu'en Europe, ce sont plutôt les déficits de l'immunité humorale qui prédominent avec un pourcentage de 67% des cas. Les pays en voie de développement, comme c'est le cas au Maroc, déplorent un manque de ressources pour un diagnostic précis des DIP, à l'origine d'une sous-estimation du nombre réel de DIP dans ces pays. Et ce manque de ressources ne nous permet pas de diagnostiquer certains phénotypes particuliers qui nécessitent des explorations poussées. La stratégie d'exploration des DIP est basée sur des étapes qui varient d'un centre à un autre en fonction des moyens disponibles dans le centre et en fonction du profil des déficits immunitaires primitifs qui sont fréquemment rencontrés. La stratégie d'exploration est guidée par le tableau clinique pouvant orienter vers la nature humorale ou cellulaire ou bien de l'immunité non spécifique et du déficit immunitaire primitif. Les limites de notre étude sont le nombre restreint de patients. Et comme pour les séries marocaines, les cas de DIP de l'adulte manquent dans notre série, ce qui nous pousse à doubler d'efforts pour la sensibilisation auprès des cliniciens adultes, notamment internistes et autres. Et le plateau technique non encore complet est en cours d'acquisition et de mise en place, comportant les sérologies post-vaccinales, les tests de prolifération cellulaire, les explorations phagocytaires, l'exploration de l'axe interféron gamma interleukine 12 et l'exploration moléculaire. En conclusion, après un recul qui est assez court, le bilan immunologique a permis la mise en évidence d'un nombre assez important de déficits immunitaires primitifs au CHU de Marrakech. Mais cela dit, il y a encore nécessité de compléter le bilan par des explorations approfondies, notamment pour étayer les cas de SCID et des déficits immunitaires humorales, et ceci en concertation étroite avec les services cliniques. Le laboratoire d'immunologie du CHU de Marrakech est actuellement dans les perspectives de faire de l'exploration des DIP un pôle d'excellence au niveau de la région du Sud, avec comme objectif ultime le diagnostic précoce des déficits immunitaires primitifs, moyennant un plateau technique fiable et accessible. Merci, Dr Hazi. Donc, la parole est à la salle. Des questions, des commentaires? J'ai une question. Donc, les SCID qui sont diagnostiqués entre 1 an et 5 ans, ça m'intrigue un petit peu. Parce que normalement, les SCID, on ne peut pas les diagnostiquer à partir de l'âge de 2 ans, c'est fini pour eux. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu as des détails à me donner encore plus ou C'était pas des témoins B-, NK-, mais c'était plutôt un patient qui avait un témoin B+, NK-. Merci. C'est-à-dire, j'imagine que ça serait des kits plutôt que des SCID. Donc, il faut revoir la situation.
Et une autre chose pour l'enfant ou l'adolescent, je ne sais pas l'âge, donc diagnostiqué comme syndrome d'hyper-IgM. C'est pas ce que vous savez, parce qu'il faut juste faire attention à la nuance avec la taxi-télangéctasie. Et il faut toujours l'écarter devant tout syndrome d'hyper-IgM. Parce que si c'est à bas âge, les IgM ils sont remontés, mais on n'a pas les autres signes qui peuvent apparaître après. La taxi, qui peut apparaître qu'à partir de 2 ans et plus, okay. Les télangéctasies, des fois on ne fait pas attention, et un jour quand on a la taxi ou il vient pour des conventions, on ne fait pas attention, et c'est de récent des télangéctasies. Alors là, il vaut mieux doser la photoprotéine, s'il est élevé, on est dans la taxi, s'il est normal, alors là, on peut retenir l'hyper-IgM. Par rapport à ce qu'il dit, on avait vérifié les selles pour savoir qu'on ne peut pas se prononcer sur des pics risqués réellement. Et il y a certains dossiers qu'on n'a pas encore justement fixés. Mais il y a d'autres, par rapport aux déséquilibres de l'âge, ça fait ce qu'il est. Mais ils sont d'ailleurs collaborateurs pour voir un petit peu plus. On a déjà 2 qui sont les autres, ça peut être aussi des liquides. Mais si jamais vous installez des proliférations, ça serait plus intéressant de nos jours. Et aussi, je ne sais pas, si vous avez des lymphocytes auparavant, ça peut être très intervenu auparavant qui les ont protégés à un certain moment pour arriver à ces âges. Tout ça, ça revient sur position. Mais d'autres questions? C'était à peu près sur combien de patients, je crois. C'est déjà très bien, 30 cas. Sur un prospective. Sur 17 mois. 17 mois, pardon, très bien. C'est très difficile. Mais vous avez admis. Oui. Admis et admis. C'est bien sûr que vous avez un côté. Comment vous faites pour le recrutement à cette heure? C'est prospectif, d'accord, mais où est-ce que vous ramenez les enfants? Vous les cherchez où? C'est la pédiatrie. C'est en consultation? C'est essentiellement de la pédiatrie, un peu du matricules, mais voilà. D'ailleurs, ça a été précisé, c'est du moins de 18 ans, forcément c'est de pédiatrie. C'est-à-dire, il y a eu des critères sur lesquels l'enfant est suspect, il est adressé en consultation. Voilà. On est dans le début. C'est l'information qui Chaque est fois qu'il donnée y a au moment une de la discussion, consultation. donc il y a une collaboration pour c'est juste un début, on veut juste pour asseoir réellement la stratégie. Et il y a intérêt justement à revenir sur le clinicien pour justement parce que des fois, même devant un phénotype tellement également, mais est-ce que c'est pas autre chose justement? Pas autre chose, voilà. C'est-à-dire parmi les 13 qui sont déclarés comme n'ayant pas de problème, ça se trouve, il y en a qui sont voilà, explorer. C'est l'intérêt de contrôler les bilans, de suivre. Et n'hésitez pas à le faire. Aussi bien les cas qui sont difficiles que les cas normaux, il faut. On attend aussi le recrutement de la part des hématologistes. Mais vraiment, en tout cas, bravo. C'est très bien. Ok, je crois qu'on va garder Dr Hazid, c'est ça? Vous allez faire la présentation suivante qui va parler de l'etiological profile of C3, C4 hypocomplementemia. Oui, peut-être que le cadeau, c'est pas grave. Merci, cher professeur. Permettez-moi de vous présenter une étude sur le profil étiologique des hypocomplémentémies C3, C4. Le système du complément, c'est un ensemble de transprotéines plasmatiques et membranaires qui sont impliquées dans l'immunité innée. Il intervient essentiellement dans la réponse anti-infectieuse, dans la réaction inflammatoire, mais aussi dans l'élimination des complexes humains. L'hypocomplémentémie est une situation qui est fréquente en pratique clinique et peut avoir 2 origines, héréditaire ou bien acquise. L'objectif de ce travail est de décrire le profil étiologique des hypocomplémentémies chez une population adulte mais aussi pédiatrique au CHU Montpellier de Marrakech.
Donc, notre étude elle est descriptive, portant sur une période d'un an, de janvier 2015 à janvier 2006, incluant l'ensemble des demandes de dosage de fraction du complément C3-C4 adressées au laboratoire d'immunologie. Le dosage a été effectué par méthode immunonéphélométrique. Sur les 258 prélèvements colligés durant cette année, 114 cas d'hypocomplémentémie ont été observés, soit 44% des prélèvements. La moyenne d'âge était de 36 ans, nous remarquons donc que la majorité de la population était adulte. Nous avons noté une nette prédominance féminine avec un sexe ratio de 0,6. Les déficits en complément étaient dominés par un déficit associé en C3, C4 chez 54% des cas des patients et un déficit isolé en C3 chez 41% des cas et un déficit en C4 chez 4 patients. Donc, les différentes étiologies des hypocomplémentémies étaient dominées par essentiellement le lupus érythématosystémique, suivi des infections à répétition et des septicémies, les glomérulonéphrite membranoproliférative, les syndromes néphrotiques, le CHU syndrome, la glomérulonéphrite aiguë, les connectivites mixtes, et puis 2 cas de cryoglobulinémie, 2 cas de Dress syndrome, et, un cas de Dress syndrome et un cas de Rett syndrome. Dans les cas des hypocomplémentémies isolées en C3, les étiologies étaient dominées essentiellement par les glomérulonéphrites membranoprolifératives, suivies des infections ORL à répétition, puis du CHU syndrome et des glomérulonéphrite aiguës. Dans le cas où on avait une hypocomplémentémie associée en C3 et C4, les étiologies étaient essentiellement dominées par le lupus érythémateux systémique, suivi du syndrome néphrotique, les connectivites mixtes, les cryoglobulinémies, et puis le Dress syndrome, le Rett syndrome, et dans 6% des cas, l'étiologie n'était pas déterminée. L'hypocomplémentémie peut être due à un déficit congénital ou bien acquis suite à une consommation excessive ou bien à une déperdition. Donc le complément a 3 voies d'activation, la voie classique, la voie alterne et la voie des MPL. Pour l'exploration du complément, le bilan de base est basé sur le dosage du CH50, la P50, le dosage du C3 et du C4. La CH50 permet d'explorer la voie classique, le C3 et les composants de la voie finale produite, mais aussi les composants précoces de la voie classique, à savoir le C1Q, le C1R, le C1S, C4 et C2. La P50 permet l'exploration de la voie alterne, du C3, mais aussi des composants de la voie finale commune. Les déficits qui sont liés aux protéines du complément, leur clinique et les fonctions de la nature de la protéine qui est atteinte. Nos données concordent tout à fait avec celles de la littérature, puisqu'on retrouve les 3 principaux groupes étiologiques, c'est-à-dire les pathologies auto-immunes dominées par le lupus érythématodisséminé. Il faut savoir que le déficit en complément est associé avec une prévalence de 50 à 75% des lupus érythématodisséminés. En 3e lieu, on trouve les pathologies rénales, suivies des infections bactériennes à répétition. Les 4 analyses, la CH50, la P50, le dosage des fractions C3 et C4, permettent de dépister les principaux déficits en complément. L'orientation étiologique et les fonctions du contexte clinique et la connaissance justement de ce contexte clinique est indispensable à la réalisation des tests appropriés. Donc, dans un contexte auto-humain, on va réaliser le dosage de la CH50, le dosage du C3 et C4. Si on a une diminution des 3 paramètres, c'est en faveur d'une poussée lupique. Donc, c'est une consommation de la voie classique. Peut aussi être due à une cryoglobulinémie. Si on a une diminution du CH50 et du C4 avec C3 qui est normal, c'est en faveur d'un déficit partiel en C4. Si on a une diminution isolée du CH50 avec les fractions C3 et C4 qui sont normales, c'est un déficit au niveau des composants de la voie des composants précoces de la voie classique. Dans un contexte néphrologique, les glomérulonéphrite aiguës post-streptocoquiques sont plutôt associés à une diminution du CH50 et du C3 avec un C4 qui est normal. On peut aussi trouver un facteur C3 néphrétique transitoire. Dans un contexte de glomérulonéphrite membranoproliférative,
On peut avoir une atteinte on peut avoir une présence du facteur C3 dystrétique, une atteinte des facteurs H, le facteur I, via des anticorps anti-facteur H. Dans le cadre du CHU atypique, il est classiquement associé à une diminution du CH50 et du C3, et il peut être associé à un déficit en facteur B, le facteur H, I, les CD46. On peut avoir aussi des anticorps anti-facteur H. Dans le contexte d'infection bactérienne à répétition, on va réaliser les 3 paramètres. Et si on a des infections à répétition, à l'essor de l'énergie il faut rechercher un déficit au niveau de la fraction des fractions terminales de la voie commune, à savoir le C6, C7, C8 et le C9. On peut aussi avoir un déficit en propordie. Et dans le cas où on a une infection à germe encapsulé, type streptocoque ou bien hémophilus, il faut rechercher un déficit complet en fraction C3 et en protéines de la voie alterne, c'est-à-dire le facteur H, I, D et B, mais aussi on peut avoir des déficits complets en protéines précoces de la voie classique. Dans le cadre de l'angioedème bradyclinique, il faut réaliser les 4 paramètres, c'est-à-dire les 3, CH50, C3 et C4, et il faut ajouter le dosage du C1 inhibiteur pondéral et le dosage fonctionnel. Si les 4 paramètres sont normaux, on n'a pas d'argument en faveur d'un déficit en C1 inhibiteur. Par contre, si on a une diminution du C1 inhibiteur pondéral, c'est en faveur d'un déficit quantitatif. Si on a une diminution du C1 inhibiteur fonctionnel, c'est un déficit qualitatif. Et dans les 2 cas où on a un déficit en C1 inhibiteur, il faut faire un dosage du C1 pour différencier entre un déficit héréditaire et le déficit acquis. En conclusion, l'hypocampénémantémie est fréquente dans les procédures. Les peuvent être à l'origine, mais elles sont dominées par le lupus érythématosystémique et l'atteinte rénale non autoimmune. L'origine héréditaire est soupçonnée dans beaucoup de circonstances, essentiellement le déficit en C4 qui est associé au lupus érythématosystémique, le déficit en C3 associé au CHU syndrome, le déficit en C1 inhibiteur associé à l'angioedème bradyclinique, et aussi les déficits en protéines de la phase terminale qui sont associés aux infections à répétition. D'où la nécessité d'une exploration optimale, incluant les CH50 et approfondie, orientée par la clinique avec un contrôle du dosage en dehors d'un événement intercurrent. Dans tous les cas, l'approche diagnostique passe par le respect strict de la phase préanalytique et une collaboration clinico-biologique. Je vous remercie. Merci, Dr. Hazim. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. C'est vrai, on reste à notre temps. On avance. On avance. On appelle Dr. Sbil Aousmir de l'équipe de Madame Benazifa qui va présenter l'article primitive et des questions à propos de deux cas. Abida. On va suivre le suivant, une introduction et 2 observations, une petite discussion avant de conclure. Donc, les complications musculo-articulaires sont de mécanismes assez divers, observant une différence de déficit immunitaire positive sur tous les neurones. Les manifestations osseuses sont rares, il s'agit d'arthralgie assez souvent d'authentique arthritis, observée essentiellement dans les déficits immunitaires primitifs humoureux, en particulier dans les agamoglobulines, les déficits immunitaires justement variables, et les déficits avec hétérogènes et les déficits collégien. La première observation concernant un enfant de 4 ans qui est suivi pour agamoglobulines depuis l'âge de 15 mois, ce cure mensuelle d'immunoglobulines arrêté il y a une année par manque de moyenne. Il a antécédent
il est issu d'un mariage non consanguin, détresse respiratoire G1 de vie, hospitalisation à l'âge de 1 an pour vénèse bactérien, avec notion d'infection respiratoire avec pétition, et un bon développement psychomoteur et d'attention pondérale, sans mention d'infection ouvrière ou déficit précédant la symptomatologie. L'histoire de la maladie actuellement 2 mois avant son hospitalisation, avec l'installation d'une journalgie droite qui a bien répondu à la lyomphagie. La symptomatologie s'est aggravée un mois plus tard par l'apparition d'une journalgie gauche avec raideur matinale et un flux de rouillage supérieur à 1 mois. À l'examen, l'enfant était apéritif avec un poids et une taille normale. À l'examen particulier, on note un genou droit qui est non tonifié avec une dilatation de la flexion, genou gauche tonifié avec flexion, une distance talon-fesse de 16 cm sans signe inflammatoire. Donc, devant ce tableau, on a évoqué surtout l'arthrite septique ou l'arthrite aseptique. Donc, on a complété un bilan infectieux, une NFS qui a montré une hyperleucocytose à prédominance nucléaire trophique, une thrombocytose à 664 000, avec une CRP et une baisse de supplémentation qui était normale. Le bilan radiologique en complément radio et échographie de l'articulation a montré la présence d'une ostéoarthrite du genou gauche avec un déclenchement articulaire. On a complété par une ponction articulaire qui a montré un liquide hématique en formule de sérum, 80% de PNN et 20% de lymphocytes, avec un examen qui est négatif et une recherche de mycoplasme qui était négative. La biopsie synoviale a montré une synovite érosive. Donc on a vu l'absence du germe, on a retenu le diagnostic d'arthrite aseptique et on a mis l'enfant sous continuothérapie visant le mycoplasme avec un traitement oncologique anti-inflammatoire et perfusion de l'immunoglobine avec une bonne évolution. Observation du deuxième cas, concernant une jeune de 23 ans, suivi de format immédiat, sans antécédent de consanguinité, qui présente des infections respiratoires de bas âge, avec une sensibilisation de branche à l'âge de 2 ans, chez qui le diagnostic de déficit immunitaire variable a été fait il y a 4 ans, et depuis quand il était mis sous cure de façon intermittente des immunoglobulines. À l'examen, il s'agit de présenter un retard statopondéral avec moins de 3 TS. Et à l'examen articulaire, une fraction du genou avec des signes inflammatoires en regard et une facilité de la douleur lors de la mobilisation passive et active dans un contexte d'apéritif. Au bilan infectieux, on a une CRP à 77 avec une vitesse de segmentation à 20 minutes de première. On a complété le bilan radiologique par une micro-articulaire qui a montré des collections millimétriques du genou associées à une infiltration des parties molles avec un épanchement articulaire. Donc, diagnostic d'une arthrite, la fonction articulaire n'a pas été faite vu la taille millimétrique des collections liquides. Donc, diagnostic portera d'une arthrite infectieuse. Donc, il a été mis sur une thérapie à base de antisémitique, isopagie, ZAINES, avec une mobilisation par la tête et perfusion de l'immunoglobine. Les collections étaient marquées par l'impression de l'utilisation de l'hommagé sans séquelles particulières. Passons au chapitre de discussion. Donc, on sait que les manifestations articulaires sont chez les déficits immunitaires surtout des arthrites et sont usuellement des mono-oligo-arthrites, rarement de polyarthrites, parfois nodulaires, semblant polyarthrites rhumatoïdes. Parmi ces arthrites, il existe des formes de la nature infectieuse a été démontrée. En l'absence d'argument formé en faveur d'une infection, on évoque l'hypothèse d'une réaction simultanée. Quand on déficit immunitaire primitif, cette prévalence est estimée entre 5 à 40% avant de traitement spécifique sur la résistance. Donc, concernant le premier cas, les études montrent que tout d'abord, au cours de la gamma-globulinémie, qui est une infection liée à l'X, en rapport avec un rythme de maturation des lymphocytes B avec un effondrement du taux des anticorps circulants.
articulaire représente 20%. Donc de type septique, donc 2 à 4%, avec dans la majorité des cas, ce sont des arthrites qui sont aseptiques. Donc ces manifestations se voient dans les déficits immunitaires primitifs et moraux que les autres déficits immunitaires primitifs. Environ 10 à 30% des cas d'arthrites chez ces patients avec des déficits immunitaires primitifs et moraux sont aseptiques. De même, pour notre cas, il a été rapporté que l'arthrite aseptique peut être plus fréquent chez les enfants vivant avec un hémoglobine. L'étude suggère aussi qu'un taux au-dessus de 8 grammes par litre propose aux arthrites chez les déficits immunitaires primitifs et moraux. De même, une antibiothérapie doit être instaurée malgré les traitements stériles visant les mycoplasmes. Le traitement fait appel généralement aux immunoglobulines intraveineuses, qui est rapidement efficace, mais dont ces formes est préconisée d'associer antibiothérapie efficace contre les mycoplasmes. L'évolution de ces arthrites est variable, allant de la forme spontanément régressive, comme chez notre patient, à la forme invalidante avec des lésions radiologiques importantes. Concernant le deuxième cas, qui concerne un déficit immunitaire colon variable, il est caractérisé par un défaut de protection des immunoglobulines, avec un défaut de protection des immunoglobulines avec des conséquences de l'hypogammaglobulinémie, généralement inférieure à 5 grammes par litre, conséquences de l'hypo-IgG associée à une hypoimmunoglobuline A ou hypo-IgE. Les infections des voies respiratoires et digestives sont les plus évocatrices, mais les manifestations articulaires peuvent se voir chez ce type de déficit immunitaire qui peuvent se présenter comme une polyarthrite inflammatoire. Les arthrites septiques sont les plus fréquents pour le déficit immunitaire primitif et moraux sont en particulier de oligoarthrites. Les germes sont surtout bactériens, le staphylocoque, le streptocoque et surtout le mycoplasma. Biologiquement, il peut exister un syndrome inflammatoire souvent modéré, mais ce n'est pas constant. La mise en culture des prélèvements synoviaux permettent de diagnostiquer un certain nombre d'espèces comme le mycoplasma genitalum et sont particulièrement difficiles à rechercher, ne sont exceptionnellement isolés en culture à partir du prélèvement clinique. Raison pour laquelle on doit instaurer un traitement d'isolation mycoplasma malgré avec des fonctions qui ne ramènent pas de. Actuellement, l'œuvre de recherche peut se faire par des techniques d'amplification clinique précédentes qui permettent d'identifier rapidement et avec spécificité et sensibilité l'ADN de ces bactéries. Donc, le traitement repose surtout sur les antibiotiques et la perfusion des immunoglobulines intraveineuses. En conclusion, chez l'enfant, l'association de manifestations ostéo-articulaires, de microgammaglobulinémie ou d'autres anomalies immunitaires doit évoquer un déficit immunitaire primitif à condition d'avoir éliminé un syndrome lymphoprolifératif et différents étiologies infectieuses ou virologiques. Merci, docteur Silière. Je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires. L'intérêt d'abord à diagnostiquer les attaques primitives dans les déficits immunitaires. Bon, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie tous les orateurs. Oui. Notre ami essaie de m'expliquer alors Alors, on ne peut pas s'il vous plaît, parce qu'on a déjà on est à une demi-heure de retard. Donc peut-être une autre fois, je vous demande pardon. Donc merci à vous tous et je vous félicite pour vos présentations. Et merci à tous.